à tous. Alors, moi, j'avoue, en vous voyant, je me disais déjà qu'on m'accuse d'être complotiste, et en maintenant, ce soir, je suis définitivement grillé auprès d'un certain nombre de journalistes. Mais c'est pas grave, j'assume. Je vous dis tout de suite, j'assume totalement. La question qu'on peut se poser au départ, quand on voit un peu ma carrière, je ne vais pas vous parler de moi, mais on peut se demander pourquoi, en définitive, ce thème, le thème des ovnis, le thème des pans, le thème de l'ufologie, vos thèmes ufologiques, m'intéressent vraiment. Et je vais essayer ce soir surtout de vous expliquer ma vision, parce qu'en définitive, à travers ma vision, vous verrez que c'est celle aussi qu'on retrouve. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est exactement la même position que celle des Américains actuellement. Quand vous êtes au niveau d'un État, vous travaillez pour un État. Un des problèmes majeurs, c'est le problème des défenses nationales. Logique. Il s'agit d'assurer la sécurité du pays pour que les citoyens et les citoyennes du pays puissent y vivre agréablement. Donc il faut empêcher que des méchants puissent débarquer d'ailleurs et vous faire la pagaille chez vous ou vous détruire. Jusque-là, c'est banal. Alors le problème qu'on a, c'est quand vous avez des objets, des engins, on va appeler ça comme on veut, qui viennent se promener chez vous, autour de vous, qui ont des caractéristiques qu'on n'a jamais vues, on ne comprend pas, parce qu'elles sont en dehors des lois de la physique qui est la nôtre, et qui viennent, et on a l'impression qu'ils vous observent, qu'ils vous regardent. Et bien sûr, quelle est la question que doit se poser, ils doivent se poser les gens de la défense nationale? C'est de se dire, voilà des choses bizarres, on ne sait pas les arrêter. Et si donc ils devenaient agressifs, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a tout de suite la réponse. Ça serait une véritable catastrophe. Donc, le vrai problème actuel qui est en train d'arriver dans toutes les grandes puissances mondiales, c'est ce constat. C'est de se dire, on va revenir après sur pourquoi, mais pourquoi, en définitive, on a tous ces engins, tous ces éléments bizarres qui nous entourent, on ne sait pas ce que c'est, ils sont là, et est-ce qu'on est sûr qu'ils sont toujours sympas? Et objectivement, on n'a pas de réponse. Alors, si on regarde un peu plus loin maintenant, si on revient dans l'histoire, il y a toujours eu dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des moments où il y a eu comme ça des choses bizarres. C'est bon, hein, oui, c'est là. Il y a toujours eu dans l'histoire des événements où on a vu arriver des gens de l'extérieur, par exemple. Toutes les grandes civilisations mondiales. Tout à l'heure, vous voyez Charroux, les bouquins de Charroux vendus à l'entrée. Dans les bouquins de Charroux, on vous dit bien, et vous le reprenez quand vous travaillez sur l'histoire des civilisations, vous apercevez que toutes les civilisations du monde, il y a toujours eu au départ quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui a lancé le système. Alors vous dites, tiens, c'est bizarre. Bon, mais après tout, alors il y en a qui vont vous dire c'est Dieu, il y en a qui vont vous dire c'est des extraterrestres, il y en a d'autres qui vont vous dire c'est un gars qui a traversé à la rame. Peu importe. Il s'est passé quelque chose. Et derrière, il y a eu une civilisation. Le problème que nous avons avec ces engins aujourd'hui, c'est que nos systèmes de mesure sont de plus en plus précis. Alors quand il y a 1000 ans, il y a 500 ans, on vous disait il y a eu des signes dans le ciel, on vous disait tiens, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une drôle de forme et tout. C'était des témoignages visuels, pas forcément très sûrs, et en tout cas comme tout témoignage visuel, il est sujet à caution, puisque jamais personne ne voit la chose de la même manière que son voisin. C'est bien connu dans la police, quand vous avez un crime par exemple, ou une attaque ou autre chose, vous prenez 10 témoins, chacun vous donne une version qui est différente. C'est pas parce qu'ils mentent, c'est parce que chacun l'a interprété avec ses propres sentiments. Et donc quand, bien sûr, le problème de l'enquêteur, c'est de prendre dans les 10 ce qui se ressemble le plus, les points communs, parce que là on est sûr qu'il y a vraiment quelque chose. Et ben là c'est pareil. Alors ce qui s'est passé pendant des années, des siècles même, c'est qu'on avait des informations verbales plus ou moins crédibles, mais là, et surtout depuis 20 ans, et depuis 10 ans encore plus, et c'est pas fini, on rentre là-dedans,
on a des systèmes de mesure et des systèmes qui sont d'une précision folle et qui nous permettent donc de voir, d'enregistrer, de garder en mémoire, de connaître parfaitement ce qui se passe. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Hein? Quand vous prenez les pilotes, par exemple, les pilotes du Vietnam, les pilotes de chasse américains qui racontaient qu'ils avaient été suivis pendant un vol, par exemple, avec un tic-tac, enfin les petits tubes qu'on appelle le tic-tac chez les aviateurs. Hein? Puis il y a un tic-tac qui m'a suivi, bon, pas grave. Et puis de toute manière, personne n'attachait d'importance. Mais parce qu'on ne le croyait pas, ou on disait, comme ça. Maintenant, le problème, c'est que c'est identifié par le radar, par les radars au sol, par les gens qui le voient, on prend des mesures. Regardez l'histoire du Nimitz, si vous avez vu, par exemple, l'histoire du Nimitz, les photos, les films qui ont été publiés sur le Nimitz. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas les photos pour nous, c'était intéressant parce que c'est une des premières fois où on voyait une publication d'une armée de l'air quand même solide, la Navy américaine, hein, l'aéronavale américaine, qui montrait des images filmées. C'était bien, ça fait sérieux. Et d'ailleurs, quand Dominique Filleul l'a montré dans son film, hein, c'était très intéressant parce que ça a permis à plein de gens de découvrir quelque chose qu'ils croyaient complètement faux jusque-là. Hein. Mais c'est pas en définitive ce qui est intéressant dans l'affaire du Nimitz. C'est pas l'image. C'est toutes les mesures qui ont été prises autour, mesures de rayonnement, mesures de magnétique, de champ magnétique, mesures dans tous les domaines, de chaleur et ainsi de suite, parce que pour des professionnels, ça permet d'imaginer un certain nombre de choses, de comprendre un certain nombre de choses. Hein. Donc, et du coup, on avance, on progresse. Alors, comme aujourd'hui avec les systèmes de repérage que nous avons dans tous les coins du monde, on repère effectivement des ovnis, ça devient ça devient très différent de ce qu'on pouvait dire il y a simplement 20 ans. Alors, je me souviens quand le GEPAN, qui a été le premier organisme au monde, a commencé systématiquement à faire de l'enregistrement de toutes ces affaires, et ensuite en essayant d'éliminer celles qui étaient peu crédibles. Et bien, lorsqu'on voit à l'époque, hein, on disait il y a quand même un certain nombre de phénomènes suspects, non explicables. On disait que ça. Aujourd'hui, hein, on vous dit carrément, April Haines, la directrice du renseignement américain, la grande patronne du renseignement américain, hein, en passant au Congrès pour parler justement devant la commission, pour parler du problème des ovnis, hein, a expliqué, a dit oui, effectivement, c'est clair, hein, il y a des phénomènes qu'on ne s'explique pas et on est sûr qu'ils existent puisqu'on les a mesurés, on les a vus, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est bien là le problème. Donc on est en train de rentrer dans un vrai problème de sécurité nationale. Alors, vous me direz, quand vous lisez ce que disaient les Américains avant toute cette évolution des dernières années, hein, c'est intéressant parce que souvent la réplique des Américains devant la défense, c'était de dire, si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est soit des engins secrets que nous développons, et entre parenthèses, vous avez en Californie, par exemple, vous avez dans la zone de Californie, il y a eu, à une époque, il y avait des gens qui décrivaient des espèces de soucoupes très plates qui passaient. En réalité, c'était les F-111, c'était les chasseurs furtifs. C'était les tests de mise au point des chasseurs furtifs américains. Donc, vous n'allez pas dire, les Américains, l'armée américaine n'allait pas dire aux journalistes et aux autres, hein, que ce que vous avez vu dans le ciel, c'est un prochain avion de chasse ultra performant, on ne peut pas repérer, évidemment. Donc, on se trompait. On se trompait, et ça existe toujours, on s'est régulièrement trompé là-dessus. Hein. Mais il faut bien connaître qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, parce que là, il y a des alertes, on regarde, on plotte, comme on dit sur les radars, hein, on plotte, on regarde, on mesure, on envoie des avions de chasse qui vont tourner autour, qui vont regarder, qui vont verrouiller la cible. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on enregistre tous les facteurs qui sont émis par la cible, enfin les quantités de choses qui font que quand ça s'est passé, on est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est une véritable révolution, parce qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Et on ne peut plus dire, comme prenez Valençol par exemple, que c'est trois pauvres paysans qui avaient bu trop de pastis et qui ont eu quelque chose. Donc ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus la même chose.
même si à l'époque, les malheureux qu'on a traités de pasticiers, je dirais, en réalité, c'était pas ça. Mais peu importe. À l'époque, ça paraissait plutôt, c'était plus facile de dire ça que le contraire. Maintenant, on ne peut plus dire des choses pareilles. Parce qu'il y a des mesures dans tous les sens. On peut plus. Et les témoignages ne sont plus des témoignages humains. Ce sont des témoignages de plus en plus scientifiques et techniques. Alors, je vous dis ça parce que il faut bien comprendre que la démarche actuellement qui est faite aux États-Unis, c'est une démarche qui va dans ce sens-là. Après, on va parler de tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a autour, bien sûr, mais c'est une démarche qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande puissance mondiale qui a pris conscience d'un problème dans lequel elle sait parfaitement que le problème lui échappe, que c'est ça, que c'est pas ces avions de chasse ou ces tests et autres, non, et qui se pose quand même encore la question, on arrive au deuxième volet, est-ce que c'est pas des engins envoyés par des puissances ennemies? La Russie, pourquoi pas, et surtout la Chine. Bon. Parce que dans le passé, c'est souvent là ce qu'on a vu. Quand l'U-2 américain passait à 22 000 mètres au-dessus de la Russie, les gens voyaient bien quelque chose là-haut, mais c'était trop loin, on ne pouvait pas l'atteindre, donc ils ne savaient pas ce que c'était. Bon. Aujourd'hui, quand les Predators, vous savez, les drones à vitesse-là, on passe à très haute altitude et tournent pendant des jours, on peut voir par moments des reflets dans le ciel. On peut voir des reflets, on peut voir des choses. Alors, on peut en interpréter. Donc, il faut faire très attention parce qu'effectivement, ça peut être des engins, ça peut être des systèmes envoyés par l'ennemi. Regardez aux États-Unis l'histoire des ballons. Vous avez vu l'histoire des ballons en Alaska, puis ensuite sur le Michigan. Ces ballons, alors on sait que c'était des ballons chinois. Ces ballons soi-disant météo qui étaient venus mais qui en réalité restaient stables au-dessus de zones qui étaient considérées comme des zones de défense par les Américains. Bon, et à la fin, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont envoyé un avion de chasse descendre le ballon, le premier puis le second ballon d'ailleurs. Et entre parenthèses, ça pose un sacré problème parce que, on ne l'a pas dit trop souvent, mais ils ont tiré le ballon à une altitude qui est supérieure à l'altitude considérés comme appartenant au pays. Donc ils ont fait un acte militaire dans l'espace alors que c'est interdit par tous les traités militaires dans le monde. Ils ont brisé une règle internationale pour descendre le ballon. Et vous remarquez que le fameux ballon, on n'a plus entendu parler. Alors, il y a deux solutions. Il y a eu 2 ballons descendus, il y en a même 3 d'ailleurs. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les ballons en question, soit ce sont des ballons sondes, ils n'ont rien trouvé d'autre, et à ce moment-là, les Américains ridicules sont dit on a foutu un tel pataquès que c'est pas la peine d'en parler plus, ça suffit comme ça, on s'est ridiculisé. Ou alors, c'était pas des ballons sondes chinois, c'était autre chose, et à ce moment-là, ça deviendrait très intéressant, et on comprend pourquoi ils n'en parlent pas. Parce que c'est un troisième volet de ce que je voulais vous dire ce soir. En définitive, quand on nous parle de secret défense, quand tout le monde dit il faut parler, il faut révéler tout ce qu'il y a et tout, je crois que beaucoup de gens oublient complètement une réalité profonde dans tout ça. Si je récupère un morceau d'OVNI, que je l'envoie à des scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me dire comment est fait l'alliage, quels sont les composants de l'alliage en question, comment ça a été fabriqué. Ils vont me dire aussi peut-être qu'il y a peut-être des morceaux de moteur. On pourra avoir une petite idée pour savoir si c'est un moteur qui utilise l'antigravitation ou autre chose, peu importe ce que vous voulez. Mais on va avoir plein d'informations. Et derrière, l'industrie de l'armement du pays concerné, elle va vouloir en profiter en disant si j'applique sur mon matériel militaire les technologies que je viens d'avoir là, je vais être plus performant, donc je vais pouvoir dominer les autres. Donc autant vous dire qu'ils ne vont pas vous expliquer ce qu'ils ont trouvé et les analyses qu'ils ont faites. C'est du secret défense pur et dur. Et ça explique pourquoi, on va y revenir, pourquoi quand Grouch, par exemple, vous savez, le whistleblower américain qui a parlé sur justement les restes
à la politique américaine qui était de récupérer des restes d'OVNI un peu partout, et bien quand il a commencé à en parler, ça explique pourquoi, hein, justement, après vous avez vu qu'il y a eu un silence total. Et y compris d'ailleurs dans le dernier rapport, le rapport de la Haro, qui est fantastique, hein, parce que vraiment il dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a jamais eu rien à voir. Il est même en retard par rapport au rapport de l'année précédente, donc c'est vous dire. Hein. Mais parce que pourquoi? Parce qu'ils ont tous eu peur en disant il ne faudrait quand même pas qu'à travers tout ça sortent des secrets qui sont des secrets militaires très importants pour nous. Vous voyez? Alors, donc, on est dans une logique. C'est bon? Oui. Oui, on est donc dans une logique qui est tout à fait différente de celle qu'on peut s'imaginer ou qu'on veut s'imaginer. Oui, c'est une logique tout à fait froide, en définitive. Hein? C'est une logique froide par rapport à un problème dans lequel nous sommes, il faut bien le dire, dépassés. Alors, quand vous prenez le problème dans ce sens-là, je sais que, en disant ça, on déçoit énormément de gens. Parce qu'il y a toute une branche des gens qui s'intéressent à ces problèmes, qui veulent toujours y voir l'arrivée des extraterrestres. Il faut être clair. Hein, et qui donc, si vous n'y rajoutez pas un coup d'extraterrestre, c'est pas bien. Seulement le problème, c'est que ce n'est pas crédible. C'est-à-dire que si vous parlez d'extraterrestres, à ce moment-là, votre message ne passe absolument plus. Vous n'êtes plus crédible. On dit ce sont des rêveurs, ce sont des fous, ce sont tout ce que vous voulez. Même si vous avez de bons arguments, ça ne compte pas. Nous sommes dans un monde très rationnel, dans lequel nous ne pouvons exprimer aux gens et mobiliser les gens que sur des éléments rationnels et factuels. Il n'y a que ça qui les fait réagir. C'est valable pour le politique, c'est valable pour les autres. C'est valable pour tout le monde. Donc retenons ça, parce que ça veut dire que dans l'approche qu'il faut faire aujourd'hui de tous ces problèmes, il faut commencer par le factuel. Il ne faut surtout pas commencer par l'autre côté. Si vous voulez, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais moi, dans le fond, et moi je suis dans cette branche-là, dans cette tendance-là, moi, dans le fond, qui trouve des débris biologiques, humains et autres, ou extraterrestres, donc ce que vous voulez, dans la soucoupe, l'OVNI, le pont, ce que vous voulez, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les véhicules. Parce qu'on peut en tirer plein d'enseignements. Et qui peut mêler, peut-être très menaçant pour nous. Qui peut faire plein de choses. Et qu'il faut qu'on comprenne. Quand vous avez un pan qui passe au-dessus d'une base, par exemple un site de missiles, de lanceur de missiles, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France sur le plateau d'Albion, hein, et qui coupe, par exemple, que ça coupe les connexions pour qui permettent de lancer les missiles. Alors vous allez me dire, formidable, à bord de la soucoupe, ils ont fait du pan, ils ont fait quelque chose, non, c'est peut-être ça, c'est peut-être vrai. Mais il y a aussi une autre hypothèse qui n'est pas plus idiote, hein, c'est que le champ magnétique de ce genre d'engin est tellement fort qu'il coupe tout ce qu'il y a autour. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce qu'ont constaté les gens sur les avions de chasse qui sont approchés des œufs. Donc il y a un champ magnétique considérable. Et que ça aussi, c'est un indicateur très fort au niveau de la recherche pour comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Quand je vous parlais bien sûr des États-Unis, qui se sont lancés, comme vous avez pu voir, avec... on a eu beaucoup de choses aux États-Unis. Hein. D'abord, on a eu les grands savants qui ont eu le courage de se lancer dans des commentaires là-dessus, hein, Harvard, Loeb, Avi Loeb et les autres. Bon, il fallait oser le faire. Hein. Bon, mais parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a eu une évolution très importante avec des gens qui étaient dans les études et qui ont commencé à en parler. Vous avez Lizondo, vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez eu des responsables politiques de haut niveau, Chris Mellon, secrétaire d'État adjoint quand même, hein, c'est pas rien. Hein, et qui lui aussi dit, mais attends, il faut s'y mettre, et qui est devenu d'ailleurs un des meilleurs défenseurs, à mon avis, du phénomène OVNI pour justement pousser tout le monde à comprendre ce qui se passe. Donc, j'aurais pu en citer plein d'autres, en parler et tous les autres, bien entendu. Alors, mais les États-Unis, donc, ils ont vraiment déclenché une machine, ils sont en train de se développer, et c'est bien. Par contre,
Alors vous me direz, et les autres, tout à l'heure, on évoquait les Chinois, les Russes. Alors il faut savoir que les Russes, d'abord, ils ont travaillé dessus depuis très longtemps. Seulement quand c'était du côté de l'Est, on n'en parlait pas. Et ils avaient créé des groupes de travail, ils avaient créé des groupes de réflexion, parce qu'eux, ils pensaient que c'était les Américains. Comme les Américains pensaient que c'était les Russes. Bon, aujourd'hui, tous les deux pensent que c'est peut-être les Chinois, bien entendu. Puisque maintenant, il y a la Chine qui a progressé considérablement, et qui, elle aussi, elle a fait des déclarations là-dessus, il y a 1 an et demi, 1 an et 2 ans, oui, presque 2 ans. La Chine a dit, mais ça nous intéresse beaucoup, et on a créé aussi des équipes qui font des études là-dessus. Et je crois savoir même qu'ils s'étaient intéressés à ce qu'on avait fait au Japon. Donc, vous voyez, donc, en définitive, toutes les grandes puissances mondiales s'intéressent au problème pour les raisons qu'on vient d'expliquer. On peut ajouter à ça qu'il y a d'autres pays qui en parlent, regardez le Brésil par exemple, mais là, je crois que je vais en profiter avec le Brésil pour vous donner aussi un autre point de vue. C'est que, au-delà des phénomènes mesurés techniquement, il faut faire très attention aux témoignages humains. Même si c'est toute une population, même si ce sont des gens qui sont vraiment honnêtes et qui disent qu'ils ont vu, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir affaire à des populations qui ne sont pas préparées à vivre ce genre d'événement et qui du coup vont le fantasmer d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple. Moi, on l'a rappelé tout à l'heure, moi quand je faisais les forces spéciales, au tout début, il y a très longtemps, il y a un grand truc qu'on faisait, on était très bon pour ça. On se faisait amener de nuit, tout feu était en hélicoptère, on se faisait poser dans un endroit, et puis de là on partait faire les coups de commando. Alors ça c'est vu du point de vue militaire. Du point de vue du gars qui est dans le coin, lui qu'est-ce qu'il voit? 2h du matin, un bruit épouvantable. Et à l'époque, on ne savait pas le bruit des pales, on n'avait pas vu les Américains au Vietnam d'ailleurs, on ne connaissait pas les hélicoptères avec leurs bruits. Bon, donc, qu'est-ce qu'il entend? Un bruit épouvantable. Il voit une flamme dans le ciel, parce que c'est une tuyère, la tuyère d'hélicoptère, elle émet du gaz brûlant et une flamme. Bon. Ça paraît aller très vite, parce que c'est au ras du sol, le gars il arrive vite, et qu'est-ce qu'il fait? Il se pose. Le bruit réduit, ils ont débarqué. Il y a des bruits, des bouges, on débarque, et puis l'hélicoptère repart en l'air et repart, à la même vitesse. Et on dit, il y a eu cette nuit, dans le champ d'à côté, il y a eu un ovni. En toute bonne foi. En toute bonne foi. Et si je vous raconte, que j'ai vu des gens me le dire, et des gens, et j'étais dans l'opération qui avait fait la nuit même l'opposé. Donc c'est vrai, et après le lendemain, les gens du village qui me disaient, mais il s'est passé un drôle de truc cette nuit, ils tous en parlaient. En définitive, on peut s'auto-suggestionner, mais on peut aussi mal comprendre ce qui se passe. Et il faut donc faire très attention, parce que quand vous avez, par exemple, des histoires dans certains coins où on vous dit qu'il y a eu des mythes, alors il y a eu les rares cas où les ovnis sont devenus agressifs, ils ont mitraillé la population, ils ont fait des trucs et tout, méfiance. Méfiance, c'est certainement pas des ovnis. Dans ces cas-là, en général, c'est des hommes. Voilà. Alors, donc, attention à ça, et ça, c'est un gros effort qu'on doit faire, mais qui va être de moins en moins nécessaire dans le futur, puisqu'on a de plus en plus d'appareils de mesure précis et qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Alors, derrière tout ça, bien sûr, quand vous avez regardé toute cette multiplication des impacts, des visions qu'il peut y avoir dans le monde, vous vous dites que font les pouvoirs publics? Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi les militaires ne réagissent pas? Et c'est vrai que pendant très longtemps, personne n'osait réagir parce que tout le monde avait peur de passer pour un abruti. Le nombre de pilotes de chasse ou de pilotes de ligne français ou étrangers qui vous avouent encore aujourd'hui, moi j'ai vu, effectivement, j'en ai vu, mais je n'allais pas le dire, on m'aurait empêché de piloter, on m'aurait enlevé ma licence. Particulièrement vrai pour les pilotes de ligne d'ailleurs. Donc, parce que les pans et les ovnis étaient vus comme, et sont toujours vus par certains d'ailleurs, un peu comme les éléphants roses, en gros, donc ça peut inquiéter. Donc là aussi on a un problème, c'est que
les gens qui étaient les vrais professionnels, qui auraient pu depuis longtemps nous donner l'alerte, ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur des conséquences pour eux et pour leur carrière. Et je crois que c'est aussi le problème pour les politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites dans une réunion politique ou autre, vous dites que vous pensez qu'il faut s'intéresser aux problèmes des ovnis et des pans, comme je disais au début de cet exposé, vous rentrez immédiatement dans le domaine du complotisme et là vous devenez dangereux. Donc comme tout élu, il a envie de se faire réélire, comme tout haut fonctionnaire, il a envie de faire une carrière réussie, ben évidemment ça lui freine son enthousiasme. Et il faut des gens qui sortent un peu, qui sont sortis des limites pour pouvoir s'exprimer plus librement. Moi, ceci dit, moi j'ai toujours dit ce que je pensais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer beaucoup plus parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Rien. Comme mon ami Jean-Claude Bourret s'exprime, il ne s'exprimait pas tant que ça quand il était le patron de la rédaction de la télévision. C'est après qu'il s'est passionné pour les ovnis. Parce qu'il savait très bien que s'il se lançait là-dessus, il allait en prendre plein la figure. Et pourtant, quel boulot il a fait après pour justement sensibiliser tout le monde. Donc, on a un problème de communication. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse, tout le monde doit faire un effort, tous ceux qui sont intéressés par ce problème, par les problèmes des pans, il faut qu'on fasse un effort de communication auprès de tout le monde. Alors, auprès des députés, auprès des sénateurs, pour leur expliquer que ce n'est pas un problème ridicule, c'est un problème de défense nationale, donc il faut être en même temps qu'ils s'en occupent, mais également au niveau du grand public, pour expliquer justement ce que c'est, et qu'on arrête uniquement de penser que lorsqu'on parle d'OVNI, on pense uniquement aux petits hommes verts. Un autre point, alors on arrive maintenant au problème des petits hommes verts, justement. Parce qu'il faut quand même en dire un mot, enfin pas exactement les petits hommes verts, mais les origines de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne. Dans le fond, on est dans le bleu encore aujourd'hui, à part peut-être quelques connaissances récupérées aux États-Unis, et peut-être ailleurs. Il paraît qu'en France, on en a récupéré aussi, sur des morceaux d'ovnis qu'on a pu traiter, qu'on a pu analyser, qui nous ont permis d'apprendre un certain nombre de choses, mais insuffisantes pour comprendre l'ensemble du système. Ça, c'est clair. Mais, à côté de ça, il y a quand même des questions qui se posent, c'est d'où ça vient, comment ça vient, d'où ça fait. Alors quand vous avez vu, par exemple, si vous avez regardé le film sur le Nimitz, il y avait quelque chose de très intéressant. Très intéressant. C'est qu'à un moment, on voit ces engins qui plongent, dans l'altitude, qui descendent, qui rasent l'eau, qui rentrent dans l'eau, qui continuent à la même vitesse sous l'eau, qui ressortent, qui repartent. Techniquement parlant, c'est impossible. Chez nous, c'est impossible. Avec nos moyens à nous, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a sur ces engins une capacité pour éviter, pour qui leur permet d'avoir un milieu ambiant dans lequel ils bougent, qui est le même qu'il soit dans l'eau ou dans l'air. Alors, entre parenthèses, c'est pas une découverte en tant que telle. Les Russes, par exemple, ils ont une torpille. La Tchad, elle a une torpille qui va extrêmement vite, qui va 7-8 fois plus vite que les torpilles modernes actuelles, parce qu'elle va dans le plasma, c'est-à-dire qu'on injecte du plasma dans l'eau, ils injectent du plasma autour de la torpille, et la torpille, comme ça, peut aller dans le vide au lieu d'être dans l'eau. Et elle va beaucoup plus vite. C'est une technique très compliquée, ça leur a coûté un sous-marin, puisque c'est parce qu'ils testaient cette torpille dans le sous-marin course, qu'il a coulé, la torpille a explosé dans le tube, et les Russes n'ont pas voulu qu'on aille sauver l'équipage, parce qu'ils ne voulaient pas que des étrangers puissent voir le morceau de la torpille, était évidemment un secret d'État. Je vous donne un petit truc sur l'histoire du course. Donc cette torpille, elle marche. Bon. Mais c'est ridicule, elle va très vite, mais elle ne va pas à 5000 km/h. Or, quand vous regardez par exemple les photos du Nimitz, vous voyez que la vitesse est bien plus importante que ça. Et les Américains, dans la zone de Californie, enfin au large de la Californie, dans une zone qui est en question actuellement parce que Google a trafiqué les photos, enfin, il y a une sombre histoire là-dessus, dans cette zone-là, ils ont mesuré sous l'eau
en grande profondeur, quelque chose qui allait à peu près 4000 km/h. Sous l'eau, en grande profondeur. Inconcevable pour nous. Et ça pose le problème de se dire, mais dans le fond, ces engins, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent, parce que ce n'est pas exclu, est-ce qu'ils viennent du fond de l'eau, ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Ou est-ce qu'ils viennent d'un autre pays du monde? Et là, je sais qu'à une époque, on disait, c'était le Shangri-La, le Tibétain et l'autre, on disait, oh là là, par là-bas, ils sont formidables, le mont Meru, chez les Indiens, enfin bref, hein, c'était le centre du monde, et de là, on envoyait des engins. Non. Ça, on le saurait. Aujourd'hui, il est impossible de garder un secret au niveau mondial pendant 20 ou 30 ans, c'est pas possible. Même déjà un an ou deux, c'est difficile. Donc, c'est bon, oui. Donc, comme ça, je comprends mon souffle, c'est bien. Hein. Donc, vous avez on sait que ça vient pas d'autres pays du monde, ça c'est sûr. Donc la question, c'est effectivement d'où ça peut venir. Est-ce que ça vient de l'eau? Est-ce que c'est extraterrestre? On n'en sait rien. En tout cas, pour le moment, on n'en sait rien. Et comme on n'en sait rien, c'est très difficile de pouvoir argumenter là-dessus, sur le plan factuel, sachant que pour le politique, pour le grand public, c'est le factuel qui compte, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on est obligé d'aller dans une démarche méthodique, et c'est ça qui est en train de se faire, et que les Américains commencent. Une démarche méthodique, on commence par des faits indiscutables, et puis peu à peu, on accumule des faits aux faits, et à la fin, on arrivera effectivement à être obligé de se poser un certain nombre de questions. Mais elles viendront naturellement, parce que ce sera la suite logique d'un certain nombre de réponses qu'on a déjà apportées. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que toutes les réflexions qui sont faites par les uns ou par les autres, hein, il y a de nombreux auteurs qui ont réfléchi à ça, sur les possibilités qu'il peut y avoir, elles sont multiples. Je me garderais bien de dire je privilégie l'une ou l'autre. Personnellement, je n'en sais rien, et comme je suis quelqu'un de factuel, moi ce que j'attends c'est progressivement de progresser jusqu'au moment où je comprendrai mieux ce qui se passe. Alors est-ce que ça sera, comme le disait notre ami tout à l'heure, en 2035, on saura la vérité, Michael, je n'en sais rien. Moi je ne peux pas vous dire ça, je n'ai pas les éléments pour le faire. Ce que par contre je suis certain, c'est que les Américains, malgré les avatars actuels du rapport de la Haro de cette année, les Américains sont en train de faire évoluer les choses. Parce que quand vous avez lu, si vous avez suivi le rapport américain de la Haro, bon, il ne dit rien, mais dans le même temps, vous avez un deuxième organisme qui s'appelle l'ONI, qui lui est en train de travailler et qui lui n'a pas validé le rapport de la Haro. Ça, c'est américain. Ils ne sont pas forcément tous d'accord. Et donc ce rapport-là va être très intéressant quand ils vont le sortir. La NASA est aussi en train de travailler sur ces phénomènes, parce qu'elle s'est rendue compte, elle a reconnu qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont été observés par des astronautes, par exemple, et qu'il serait quand même, il faut essayer de trouver des réponses. Alors, là encore, ils cherchent. Mais on voit que toute une communauté scientifique est en train de se mobiliser. Un dernier point, si vous voulez, là-dessus, c'est une question qu'on peut se poser. Nous avons, comme vous savez, au niveau mondial, on a un réseau de satellites qui couvre le monde entier, qui photographie tout, qui surveille tout et qui est capable, on peut dire dans n'importe quel coin du monde, d'identifier à tout moment à quelque chose qui fait 10 cm de taille, partout. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'avec ces réseaux de satellites qui fonctionnent maintenant depuis un certain nombre d'années, on n'ait pas encore repéré une seule fois un ovni ou un pan traversant, venant de l'extérieur et allant sur Terre, ou partant de Terre et allant à l'extérieur. Ça, c'est une vraie question pour ceux qui s'intéressent à ces problèmes-là, parce que même s'ils vont... Ou alors, c'est qu'ils ont atteint une vitesse tellement grande qu'on ne peut plus les repérer avec nos appareils, ce qui serait quand même un peu étonnant, enfin on ne sait jamais. Alors, en tout cas, il y a un problème de fond, sur lequel ça vaut le coup de réfléchir. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais c'est des questions que des amis, en particulier astronomes, m'ont expliqué en long, en large, en disant que là, ils cherchaient sans trouver. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? J'ai dit beaucoup de choses. Ça va, je suis dans les temps, là? Ouais, ça va, hein?
Alors, si, un dernier point que je pouvais vous donner, et qui peut-être, c'est au niveau européen. Je vous ai parlé de la France un petit peu, en parlant surtout du GEPAN, parce qu'à part le GEPAN, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vous ai parlé, parce que l'armée de l'air, vous remarquez qu'en France, elle ne parle pas. Hein. Elle n'a pas dit grand-chose, l'armée de l'air. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, d'ailleurs, c'est comme ça. Hein. Mais comme aux États-Unis, l'armée de l'air américaine ne parle pas non plus. Mais vous avez, à part le GEPAN, vous n'avez pas grand-chose au niveau national. Alors on me dit, oui, mais nous, on va augmenter, on va créer des équipes pour travailler là-dessus. Oui, encore faut-il avoir de l'argent pour ça. Parce que des recherches, par exemple, sur les alliages, hein, autant vous dire que ça coûte une véritable fortune. Demandez à Jacques Vallée, qui a un morceau de... il a récupéré des morceaux, de petits morceaux d'OVNI. Hein, ça fait des années qu'il veut le faire analyser, mais ça coûte tellement cher qu'il n'y a pas les moyens. Et pourtant, Vallée est une sommité reconnue aux États-Unis. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est compliqué, si vous voulez, c'est compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut se mobiliser, et la mobilisation, elle est difficile. Alors, en Europe, en France, on a le GEPAN, heureusement d'ailleurs, on l'a. Mais dans les autres pays d'Europe, vous prenez l'Allemagne par exemple, ils ont pratiquement rien du tout. Alors eux, c'est pas bon du tout. Hein. Alors il y a les Anglais qui travaillent aussi, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils travaillent aussi là-dessus. Hein. Donc sur le plan européen, on ne peut pas dire qu'il faut s'attendre à un grand développement au niveau européen. Hein, ce n'est pas un sujet primordial, loin de là, c'est vraiment pas un sujet. Hein. Les seuls qui auraient pu à la rigueur se mettre là-dessus, c'est l'OTAN. Par exemple, après tout, la menace, elle est sur l'Europe, donc on serait légitime de se mettre, et c'est vrai. Mais j'ai regardé encore récemment toutes les réunions, les décisions de l'OTAN, rien n'est évoqué là-dessus. Donc je pense qu'il n'y a rien du tout. Donc on est bel et bien en Europe, on ne bouge pas vraiment, on ne bouge pas beaucoup par rapport à la mobilisation qui se fait dans les autres grands pays. Je crois que j'ai fait, bon, j'ai vous dit beaucoup de choses, mais je préférais plutôt vous répondre à vos questions. Comment vous avez 15 minutes? Vous avez encore 15 minutes? Oui. Bon, si on est sur 15 minutes, si vous voulez, je prends 15 minutes, c'est pas un problème. Bon, alors ça va. Bon. Je voudrais revenir, alors, puisque j'ai 15 minutes. Heureusement que j'ai pas ça dans mes concerts. Bon, mais, oui, je voudrais revenir une seconde, moi, sur tous les pays, je dirais, qui sont émergents, mais qui ne sont pas encore arrivés au niveau de maturité scientifique et technologique qui est le nôtre. Donc, on parlait tout à l'heure du Brésil, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est un spécialiste de l'Afrique, que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, il y a eu des phénomènes, on repère des phénomènes dans tous les coins du monde. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que chez nous qu'on en repère, en Europe ou aux États-Unis, ou à la rigueur en Chine ou en Russie. On en trouve partout. Simplement, et c'est la différence, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les pays émergents, c'est essentiellement des témoignages visuels. Parce qu'ils n'ont pas les équipements scientifiques suffisants, ils n'ont pas encore suffisants pour pouvoir les mobiliser pour faire des identifications et des repérages, à la grande différence de nos pays. Donc, tous les témoignages de ces pays-là sont intéressants en tant que tels, mais ils doivent passer, comme c'était pour le GEPAN il y a une époque, il faut passer par le filtre, à ce moment-là, du contrôle très sérieux, pour voir si ce n'est pas des phénomènes, je dirais, de vision collective sur un problème ou un autre. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on nous confond un nuage lenticulaire avec un ovni ou autre chose. Et donc il faut faire très attention à tout ça. Et il faut se dire que, malgré tout, donc, comme il y a tellement de témoignages visuels ou pas, tout confirme qu'il y a effectivement, nous sommes environnés par des engins, des pans, hein, dans tous les coins du monde, ils se baladent partout. Alors, certains, je disais tout à l'heure, certains vous disent, oui, mais par exemple, il y a eu des analyses d'études là-dessus en disant, mais c'est quand même curieux, ils sont souvent sur les zones atomiques, hein, les zones nucléaires. Hein. Alors, soit les fusées chargées de têtes nucléaires, soit les centrales nucléaires et autres.
effectivement, il y a eu des quantités de points de repérage qui ont été faits, d'OVNI, qui sont passés, qui sont arrêtés, qui ont regardé, dans certains cas qui sont intervenus, ce que je vous disais tout à l'heure sur le plateau d'Albion ou chez les Américains. Mais on n'a pas, là encore, on a des points en spot, si vous voulez, leur passage. Mais vous savez bien comme moi que sur une zone nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile, il y a beaucoup plus de surveillance que partout ailleurs, parce qu'on craint des attaques. Et donc, en permanence, il y a une surveillance du ciel, de l'environnement du ciel, de la terre, et ainsi de suite. Donc c'est normal que dans ces coins, on repère plus qu'ailleurs ce genre d'engin. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans nos affirmations. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas un intérêt particulier pour le nucléaire, mais je dis qu'il faut faire très attention parce que nos systèmes de repérage font qu'on travaille beaucoup plus efficacement dans ces zones-là qu'ailleurs. Parce qu'on a dans ces zones-là des systèmes de sécurité et de contrôle meilleurs qu'ailleurs. Donc attention de ne pas en tirer trop de conclusions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis absent de tirer trop de conclusions. Et c'est un peu la grande leçon, moi, je crois, de tout ce que je viens de vous dire et de tout ce qu'on voit. En définitive, nous sommes devant un problème extrêmement complexe sur lequel on cherche les réponses. On commence à avoir quelques idées, on va progresser pour en avoir d'autres et qui nous feront avancer peu à peu, mais on ne connaîtra pas encore dans 10 ans, on n'aura pas la réponse à tous ces phénomènes qu'on vient d'évoquer et surtout alors, à ce qu'ils font, leur politique et autres, parce que ça, il faudra très longtemps avant d'y arriver. Dernier point, on a travaillé depuis 1900, on a développé la physique traditionnelle, ou la physique nucléaire d'ailleurs, aussi, et on a basé tous nos systèmes, toutes nos réflexions, tout notre aspect, nos capacités scientifiques, en utilisant cette approche. Or, vous savez que, créé certes vers 1900, mais ça ne démarre que il y a peu de temps, on est en train de rentrer dans une autre type de physique, la physique quantique. Il y a beaucoup de choses à dire sur la physique quantique, mais indiscutablement, il y a au moins des éléments du problème, je le disais tout à l'heure à table, il y a au moins des éléments du problème qui pourront sans doute nous aider dans la compréhension de ce qui se passe avec les pans et les ovnis. Quand on sait que, en physique quantique, vous pouvez être à deux endroits différents au même moment, et que l'observateur fait partie de l'observation. L'observateur fait partie de l'expérience. Donc, tout observateur étant une partie de l'expérience n'a pas la même vision que celui qui est à côté. Probablement, à travers la physique quantique, on va commencer à avoir des éléments de réponse par rapport à ce qu'on assiste maintenant, parce qu'on pourra arriver à comprendre certains phénomènes qui aujourd'hui sont incompréhensibles avec la physique classique. Et j'ajouterais, même si Dieu sait c'est un personnage décrié et qui pose beaucoup de problèmes, mais je pense que dans les théories de Jean-Pierre Petit, s'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de Jean-Pierre Petit, dans les théories de Jean-Pierre Petit, moi je pense qu'il s'est trompé dans les calculs, comme l'a dit M. Damour, mais que sur le fond, c'est probablement lui qui a raison. Parce que toutes les découvertes faites par le télescope James Webb, vous savez, depuis 2 ans, depuis qu'il est en orbite, on découvre quantité de choses sur le monde, la création du monde, son évolution. Et on s'aperçoit que chaque fois, c'est contraire à ce qu'on pensait avec nos systèmes, notre système, notre modèle scientifique. Ça veut dire qu'il va falloir réinventer un autre modèle scientifique pour pouvoir expliquer tout ça. Et pour le moment, je suis désolé, mais celui qui semble le plus proche, je n'ai pas dit c'est lui, mais le plus proche de la réalité, c'est probablement Petit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a raison non plus, bien au contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit sur Jean-Pierre Petit, mais je tiens quand même à dire que je crois qu'aujourd'hui, c'est probablement lui qui détient une idée, qui a trouvé, je ne sais pas comment, mais peu importe, il a trouvé certaines clés dans ce qu'on est en train de voir. C'est intéressant. On le saura dans 2-3 ans, parce qu'il faut le temps que les calculs se fassent par les uns et par les autres.
c'est les mathématiciens qui sont dans la manœuvre, donc il faut du temps. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, on y verra plus clair. Donc, quantique nous expliquera des choses. Oui, ça va évoluer cela. Mais le nombre d'observations qui se multiplient nous aidera aussi à comprendre, bien entendu. Et je vous dis qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des nouvelles observations qui se font. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire. S'il y a un poste qu'on m'a dit tout à l'heure, et puis j'aurais dû vous le dire au début, je m'en excuse parce que je viens d'y penser. Moi, je ne suis pas du tout venu, je suis venu aux OVNI et au PAN, pas du tout par comme ça, et puis surtout pas par les services de renseignement français. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans tout mon temps dans les services de renseignement. C'est mieux dire. Jamais. Jamais. Ouais. Moi, si vous voulez, moi je me suis intéressé, en réalité, je m'y suis intéressé pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand je me suis aperçu de la réalité du phénomène, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, c'était, on ne peut rien faire puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc évidemment, et comme je suis un esprit assez cartésien et factuel, moi, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à chercher. Alors c'est vrai que je parlais tout à l'heure de mon ami Jean-Claude Bourret, un jour j'ai rencontré Jean-Claude qui m'a dit, je vais t'expliquer plein de trucs. Bon, une partie m'a convaincu, une autre moins, mais il m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de réalités, c'est vrai. Et je l'en remercie, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avancer dans ces problèmes. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler, de travailler avec des gens dont je parlais tout à l'heure, des Américains en particulier, avec lesquels j'ai pu échanger, où là, par contre, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui amènent effectivement une vision. Un homme comme Chris Mellon, par exemple, il est très clair, il n'est pas passionné, il n'est pas fou du tout, il n'est pas passionné du tout, il est froid, mais c'est méthodique. Quand vous l'écoutez, vous dites oui, effectivement, il y a un problème. Et quand vous voyez quand même un gars comme lui n'est pas capable de se faire entendre dans son propre pays, alors qu'il était aux sphères de la politique locale, nationale, quand vous voyez qu'il n'est pas capable de se faire entendre, vous vous dites que c'est pas étonnant, chez nous on a la même difficulté à mobiliser les responsables pour se sensibiliser à ces problèmes. Et pourtant, c'est une nécessité, parce que si on n'arrive pas à les sensibiliser, on continuera à être un groupe de plus en plus important, certes, de gens qui sont convaincus qu'il se passe quelque chose et qu'il faut travailler là-dessus et qu'il faut y réfléchir, et puis la majorité qui, elle, continuera à dire ça n'a aucune importance, c'est inintéressant, et on passera à côté de quelque chose qui est probablement fondamental pour le futur de notre pays, de notre univers, parce que c'est quelque chose qui va compter dans l'évolution future, indiscutablement. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis maintenant, je vais passer